Donc, je vais appeler précisément le premier intervenant en rappelant la deuxième consigne, qu'il faut s'en tenir strictement aux 10 minutes qui sont imparties pour leur intervention. Donc, j'appelle Luc Poyet, qui est président du directoire chez Uniper et qui va nous présenter sa démarche pour mieux se réconcilier avec la terre et bien gérer la forêt en surmontant 3 complexes, si je ne m'abuse, celui de l'Idéfix, celui de l'Obélix et celui de la Tour Eiffel. Je vous laisse la parole. Merci. J'ai sauté les étapes. Merci. Bon, avant d'aller vers tous ces complexes, essayons de partir avec des idées simples, un petit film synthétique, justement, pour introduire le sujet. La forêt méditerranéenne couvre 4,5 millions d'hectares. Ce vaste écosystème, à 70% privé, offre de multiples ressources et un patrimoine naturel remarquable à préserver. Que faut-il faire pour maintenir la forêt en bonne santé? Aujourd'hui, la majorité des gens pensent que couper du bois est synonyme de déforestation et de catastrophe écologique. Mais qu'en est-il en réalité? Si on arrête d'entretenir la forêt, les arbres se développent moins bien, les déchets s'accumulent, les risques d'incendie sont démultipliés. Il existe une alternative. La récolte de bois fait partie du cycle de vie d'une forêt durablement gérée et permet de bénéficier de tous ses avantages. Une forêt bien entretenue, c'est une forêt qui joue pleinement son rôle de puits de carbone. Les végétaux et les animaux s'épanouissent, les sols sont protégés contre l'érosion, les chemins sont réaménagés. Randonneurs, joggeurs et promeneurs, tous les amoureux de la nature en profitent. En plus de son rôle écologique et social, une forêt bien entretenue joue aussi un rôle économique, générateur d'emplois. Le bois permet de construire des charpentes, du parquet, des meubles et de fabriquer du papier. Le bois peut aussi être utilisé pour produire de l'énergie. Une forêt durablement gérée, c'est une forêt en bonne santé, capable de remplir ses fonctions environnementales, économiques et sociales. L'homme est donc pleinement acteur du développement de la forêt. Voilà, je pourrais m'arrêter là, mais la réalité, c'est aussi ça, voilà. Heureusement, beaucoup moins dans cette très belle région de Nouvelle-Aquitaine qu'autour du bassin méditerranéen. Et c'est ce qui nous a été rappelé par l'actualité récente. Les chiffres, et c'est encore élevé depuis qu'on a fait cette présentation, puisqu'on est à 13 000 hectares. Donc, le président du conseil régional de PACA estime qu'il y a une augmentation de 15 à 20% par an. Donc, on ne va pas parler de lutte contre les incendies de forêt. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre, qui doivent peut-être être encore augmentés, mais plutôt de ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire de la prévention de ces incendies par la gestion durable de la forêt. Et pour me présenter, moi, je suis en charge d'un ensemble d'unités industrielles en France, dans le secteur thermique, donc la production d'électricité. Et une des unités que nous avons en France, qui vient du charbon, justement, qui est transformée en bois-énergie, en génération, de 150 MW, qui va approvisionner à peu près 1/5 des besoins de toute la région PACA, a besoin de ressources végétales. Et je vais vous donner, plutôt que vous faire un exposé sur ce projet, je vais vous donner 3 exemples de contribution à la gestion durable de la forêt à travers des exemples de pilotes aujourd'hui, mais qui sont amenés à se démultiplier. Alors, premier exemple d'usage, de gestion durable de la forêt, un peu nouveau, c'est ce qu'on appelle le sylvopastoralisme. Il y a une tendance depuis la Deuxième Guerre mondiale à l'extension de la forêt. La surface forestière a doublé en 70 ans. Dans l'ensemble du territoire métropolitain, c'est en un siècle, mais là, il y a eu une accélération, avec des risques d'incendie, on a vu, des pertes de biodiversité et des limitations d'usage, par exemple pour le tourisme, pour l'agropastoralisme. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en pratique, les traditions de transhumance depuis la vallée de l'Accro, la plaine de l'Accro, jusque dans les Alpes, se sont progressivement arrêtées. Et ce que nous avons proposé au territoire, et ça a été pris à l'initiative, là vous avez devant vous la communauté de la commune de Banon, 38 propriétaires qui se sont réunis et ils nous ont demandé de les aider à ouvrir 1000 hectares dans la forêt qui représentent maintenant un passage possible
pour 600 agneaux de Cystéron qui sont là aujourd'hui et qui peuvent donner d'autres exemples du même ordre. Alors, on voit qu'est-ce que ça change. Ça change qu'il y a moins donc, de feux de forêt, il y a plus de biodiversité, et il y a des atouts économiques, donc l'atout économique de la chasse qui peut revenir, l'atout économique de l'élevage et du bois-énergie. Et pourquoi le bois-énergie est intéressant? Parce que c'est lui qui amorce la pompe, si je puis dire. Il est l'atout économique, parce qu'aucun des autres activités ne peut être là en amont. Deuxième exemple, les ocres, les ocres du Roussillon. Donc c'est une très belle commune du Vaucluse, que vous connaissez peut-être, avec des falaises d'ocre qui étaient utilisées autrefois pour les pigments des enduits. Et on voit que progressivement, là aussi, il y a une colonisation un peu anarchique qui fait qu'on ne voyait plus les ocres. Et dans le cadre, là aussi, avec les communautés de communes, d'une utilisation rationnelle et raisonnée du bois-énergie, nous avons pu ouvrir un petit peu le paysage, voilà, et remettre en valeur, sur le plan touristique également, ce magnifique paysage. Troisième exemple. Il y a des interférences. Voilà. Alors bon, ça c'est bon, je ne rentre pas dans les détails. On voit où il y a eu des interventions, des éclaircies, des techniques de sylviculture. Le troisième exemple, c'est celui dans la vallée du Rhône. Vous avez remarqué qu'il y a des haies coupe-vent pour protéger du Mistral les exploitations arboricoles. Ces haies sont régulièrement élaguées pour être bien, pour les fortifier et les renouveler. Aujourd'hui, il y a une interdiction pour les agriculteurs de brûler ce bois en plein champ pour les émissions de particules fines. Donc ce que nous proposons, c'est de broyer ce bois, de le sécher, de le broyer et de l'utiliser dans notre chaudière. Ce qui avantage l'agriculteur, le gestionnaire de la société d'élagage et notre entreprise. Voilà. On peut développer, alors on voit bien les élagages, on voit ce qui se pratique aujourd'hui, hein, et qui ne devrait plus se pratiquer. Il y a aussi après un problème de tolérance ou non à certaines pratiques, et des nouvelles entreprises. Donc il y a plusieurs start-up qui se mettent en œuvre derrière, en amont là aussi, de ce sujet, et qui sont très créatrices d'emplois. En synthèse, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un schéma d'économie circulaire intéressant avec ces trois usages. L'usage sociétal, touristique, qui vient en premier lieu quand on fait un sondage. On a interrogé 1000 personnes, c'est 65% des gens disent c'est le premier usage, donc c'est vrai que c'est celui qui est le plus important dans l'affect de la population. Il y a l'usage économique qui est fondamental, comme on le voit, pour amorcer la pompe, pour catalyser les autres usages, et il y a les usages écologiques, de puits carbone et de réservoirs de biodiversité. Voilà. Alors, après, on peut voir ce que ça donne. Non, pourtant, il n'y a pas de... Voilà. Ah non, vous m'avez arrêté là? Non. Bon. C'est bon? C'est fini? Non, il y en a encore. Ah voilà, oui. Bon, c'est le texte, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Ah oui, ça marche. Ça avance. Ah, c'est trop, voilà. Bon, ça, voilà la centrale dans son territoire, au pied de la Sainte-Victoire. Et alors pourquoi? Pour répondre aux trois complexes, je passe là sur la technique. Voilà, le premier complexe, la Tour Eiffel. Et ça, on pourra en parler peut-être après, si vous voulez des débats et vous avez des questions sur ce projet, qui a quand même, et j'en parle assez avec modestie, qui a quand même animé quand même beaucoup de débats et qui continue de le faire. Donc là, je prends ce que j'appelle le syndrome de la Tour Eiffel. Donc vous pouvez voir ce qui est paru dans le journal Le Temps lorsque M. Eiffel a voulu construire cette tour Eiffel, et les signatures, donc cette tour vertigineusement ridicule dominant Paris, ainsi qu'une noire et gigantesque cheminée d'usine, va écraser tous nos monuments. Donc c'est signé par Maupassant, Dumas, Lecomte de Lisle, Philippe Prudhomme. Donc il faut toujours se replacer avec modestie dans l'histoire. Et puis ce que j'appelle le complexe d'Obélix et d'Idéfix, pour les industriels que nous sommes, le complexe d'Obélix, c'est « vous êtes trop gros ». Donc c'est vrai que « small is very beautiful », je cite notre ministre lorsqu'il a annoncé le plan climat, mais moi je dis « big is sometimes useful ». Voilà, je ne sais pas si Obélix aurait dit ça, mais moi je le dis. Et le complexe d'Idéfix, qui est aussi important, qui est celui que dès qu'on touche à un arbre, il y a du ressenti fort,
qui fait partie de notre culture nationale. Et je conclurai en disant que Obélix et Idéfix sont faits pour s'entendre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà.